La France a de grands projets pour ses forces armées. 355 000 soldats. Des centaines de chars modernes. De nouveaux avions de chasse. Une marine de tout premier rang. La France se prépare. Pour être libre dans ce monde, il faut être craint. Il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. L'avenir de l'Europe n'a pas à être tranché à Washington ou à Moscou. C'est bien l'idée. Mais la France, l'une des plus grandes puissances d'Europe, est-elle vraiment prête à se battre ? Surtout alors que la Russie avance chaque jour et que des négociations de paix semblent définitivement écartées. Voici le 2e épisode de notre série consacrée à la question « Les pays européens sont-ils prêts pour la guerre ?» Si vous avez manqué le premier épisode sur l'Allemagne, allez le voir ici et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater celui sur votre pays. Revenons à la France et commençons par l'argent. La France dépense environ 65 milliards de dollars par an pour la défense, soit 2,06% du PIB, ce qui la place au 9e rang mondial, juste derrière l'Ukraine. Plutôt impressionnant, non ? Eh bien, une partie de ce chiffre s'explique par l'intégration des retraites dans la facture. Si on les retire, le budget réel de défense tourne plutôt autour de 47 milliards d'euros, soit 1,78% du PIB. Cela reste beaucoup pour l'Europe, mais c'est un peu moins impressionnant une fois qu'on enlève ces extras cachés. La France veut toutefois dépenser davantage. Elle a promis de porter ses dépenses militaires à 5% du PIB d'ici une dizaine d'années. C'est un saut énorme, de 65 milliards de dollars aujourd'hui à environ 158 milliards. Et si les dépenses militaires des autres pays restent inchangées, ce qui bien sûr n'arrivera pas, la France deviendrait le 3e plus gros dépensier au monde. Mais l'argent ne fait pas tout. Dans cette vidéo, nous allons donc tout décortiquer. Nous verrons la puissance terrestre de la France, ses effectifs, sa puissance aérienne et sa force navale, et nous comparerons à tous les alliés européens. Et ensuite, nous pourrons déterminer si la France est réellement en passe de devenir la force dominante en Europe. Et commençons par la puissance terrestre de la France. En réalité, la France ne dispose pas d'un grand nombre de chars pour une grande puissance. Seulement 427 Leclerc. Mais environ 200 d'entre eux sont en cours de modernisation. Les nouveaux Leclerc XLR bénéficieront d'électronique améliorée, d'une protection renforcée et de meilleures liaisons avec d'autres unités. Malgré tout, les chiffres restent modestes. La Pologne compte déjà plus de 700 chars et vise environ 1800 d'ici 2034. L'Allemagne, elle, en aura un peu plus de 300 d'ici 2026. Mais la France compense par le nombre impressionnant de ses autres véhicules. Plus de 110 000 au total, allant de transport et de troupes véhicules d'infanterie aux camions et postes de commandement. Cela permet à la France de mener à la fois de grandes guerres en Europe et de longues opérations extérieures comme en Afrique. Et beaucoup de ces véhicules sont également modernisés. Un exemple, le Serval, un transport de troupes léger. La France prévoit d'en acquérir 530 nouveaux d'ici 2031, ce qui donnera un vrai coup de pouce à son infanterie. En revanche, l'artillerie est plus faible. Les canons français sont respectés et éprouvés au combat, mais la production reste lente. Comparé aux États-Unis ou la Russie, la France n'a tout simplement pas la capacité d'en construire suffisamment et rapidement. Mais posséder des chars et des véhicules n'est qu'une partie de l'histoire. Pour suivre sur un champ de bataille moderne, il faut aussi une défense aérienne solide. Le système à courte portée de la France est le Mistral, un missile portable à guidage thermique. Imaginez-le comme un chien de garde. Il peut abattre des avions volant bas, des hélicoptères et même des drones qui s'approchent trop des troupes ou des bases françaises. La France l'apprécie visiblement. En 2023, elle a commandé 329 tout nouveaux Mistral 3 avec des usines produisant désormais environ 40 par mois. Pour la protection moyenne portée, la France utilise encore le Crotale NG. En service depuis les années 1990, il peut abattre des avions, des hélicoptères et même certains missiles. Pas mal. Mais le système vieillit. Il n'en reste qu'une dizaine et ils sont en train d'être retirés. Leur remplacement est déjà prévu, le VL Mika NG. Plus rapide, plus mobile, avec un ciblage plus précis. La France veut 9 batteries d'ici 2030 et 12 d'ici 2035. Au sommet se trouve le SAMP/T. Mieux connu sous le nom de Mamba. C'est le grand bouclier français dans le ciel, construit en coopération avec l'Italie. Le système tire le missile Aster 30, capable de toucher des cibles jusqu'à 120 km. La France prévoyait 12 batteries, mais seulement 10 ont été construites. Une a déjà été envoyée en Ukraine, tandis que le reste est soit actif, soit en cours de modernisation, soit en attente d'être remplacé.
Ainsi, si sur le papier la France dispose d'un mélange solide de défense aérienne, les effectifs limités et le retrait progressif des systèmes anciens signifient qu'elle n'a pas encore assez pour protéger pleinement son ciel, surtout lorsqu'il s'agit de batteries de type Patriot. Passons maintenant au volet humain de l'armée, les effectifs. La France compte environ 200 000 soldats en service actif, plus 26 000 réservistes. Pas mal. Mais Paris veut plus. D'ici 2030, l'objectif est d'atteindre environ 275 000 soldats actifs et 80 000 réservistes. L'armée française est organisée autour de 2 grandes divisions interarmes, connues sous le nom de division Scorpion. La première est la première division blindée, basée à Besançon, et la seconde est la 3e division, récemment recréée et qui devrait être pleinement opérationnelle entre 2025 et 2026. Chacune de ces divisions comptera environ 25 000 personnels. Voyons maintenant leur structure. À première vue, elles se ressemblent, mais une brigade se distingue vraiment. La brigade franco-allemande. Créée en 1989, elle regroupe environ 6 000 soldats des 2 pays et peut opérer sous commandement de l'OTAN ou de l'UE. Un bel exemple de coopération européenne. Mais ce n'est pas tout. En dehors des 2 divisions blindées, une grande partie des troupes est organisée en groupes spécialisés. L'école de combat interarmes, qui supervise la formation interarmes et le développement de la doctrine de l'armée. Les centres de préparation et d'entraînement des forces, gèrent les grands centres de formation pour préparer les unités aux opérations. Le commandement du renseignement des forces, qui fournit du soutien en renseignement, surveillance et reconnaissance pour les opérations. Le commandement de systèmes d'information et de communication des forces, qui gère les communications, l'informatique et le cyber de l'armée. Le commandement de la logistique des forces, qui coordonne la planification logistique, les chaînes d'approvisionnement et le soutien aux opérations. Et le commandement de la maintenance des forces, qui assure l'entretien, la réparation et la disponibilité des véhicules et d'équipements de l'armée. Même si ces commandements sont spécialisés, ils contiennent de nombreuses troupes prêtes au combat, comme des régiments d'artillerie ou d'infanterie. L'une des forces françaises les plus célèbres est la Légion étrangère, une unité d'élite composée majoritairement de soldats non français. Difficile d'y rentrer, l'entraînement est brutal et l'initiation légendaire. Aujourd'hui, la Légion compte plus de 9000 soldats et joue un rôle clé dans les missions françaises à l'étranger. Elle est aussi connue pour une tradition unique. Français par le sang versé. Une loi qui accorde la citoyenneté française à tous légionnaires blessés au combat. Plutôt impressionnant. Enfin, les réformes plus larges de l'armée sont profondément structurelles. Depuis 2023, l'armée se transforme en une armée de guerre, capable de déployer une division de 2 brigades en 30 jours d'ici 2027. Passons maintenant à la puissance aérienne. La puissance aérienne de la France repose sur le Rafale. Élégant, redoutable et éprouvé au combat. C'est l'un des chasseurs les plus avancés d'Europe, fabriqué par Dassault et utilisé à la fois par l'armée de l'air et la marine. En 2025, la France dispose de 95 Rafales avec plus de 117 autres en commande. D'ici 2035, ce nombre devrait atteindre 264, ce qui ferait de la France la flotte de chasseurs la plus importante d'Europe, devant les 232 de l'Allemagne, mais légèrement derrière les 287 d'Italie. Mais l'armée de l'air, ce n'est pas que les chasseurs. La France exploite également 448 hélicoptères pour le transport, la reconnaissance et l'attaque, ainsi que 137 avions de transport, principalement fabriqués par Airbus ou d'autres entreprises européennes. La France est en fait l'un des rares pays européens à disposer d'une capacité de transport aérien lourde indépendante des États-Unis. En revanche, elle ne possède pas de bombardiers lourds, sa capacité de frappe longue portée reposant sur la dissuasion nucléaire. Tout n'est cependant pas si simple. La France, l'Allemagne et l'Espagne s'opposent sur le Future Combat Air System, le futur avion de combat européen prévu pour 2040. Dassault veut prendre la tête, revendiquant jusqu'à 80% du segment des chasseurs de nouvelle génération. Airbus, soutenu par l'Allemagne et l'Espagne, refuse, surtout si Berlin finance le projet. La France souhaite aussi protéger certains systèmes sensibles, notamment liés au nucléaire, tandis qu'Airbus plaide pour une propriété partagée. Et ce différend pourrait repousser le vol de démonstrateurs prévu en 2026-2027. Et puis, il y a les drones. La France rattrape encore son retard dans ce domaine, mais avance rapidement. Pour l'instant, elle dispose surtout de petits drones de reconnaissance et de systèmes pour abattre des drones ennemis. Les plus gros drones armés, comme l'Aroc, sont en construction grâce à plusieurs milliards de financements et devraient arriver plus tard dans cette décennie. Prochain arrêt, la fierté de la France, la marine. La marine française est l'une des forces maritimes les plus puissantes d'Europe et est un acteur majeur à l'échelle mondiale. Avec 133 navires et un tonnage total d'environ 429 000 tonnes, la France dispose d'une flotte capable de presque toutes les opérations. Des patrouilles côtières aux déploiements globaux à grande échelle. Au cœur de cette flotte se trouve le Charles de Gaulle, le seul porte-avions nucléaire d'Europe. Il symbolise la capacité de la France à protéger sa puissance bien au-delà de ses frontières. Passons maintenant à la répartition de la flotte par type. La France possède 11 destroyers, 11 frégates, 5 corvettes et 6 sous-marins d'attaque. C'est une force bien plus importante que celle de l'Allemagne, de l'Italie et même du Royaume-Uni.
Mais les chiffres ne font pas tout. Ce qui distingue vraiment la France, c'est là où elle navigue. Grâce à ses territoires d'outre-mer dans le Pacifique, l'océan Indien, les Caraïbes et l'Amérique du Sud, les navires français ne sont pas seulement concentrés en Europe. Ils sont déployés sur tous les océans chaque jour. Puis vient le cœur stratégique, les sous-marins nucléaires. La France dispose de 4 sous-marins de classe Triomphant, chacun armé de missiles balistiques portant plusieurs ogives nucléaires. L'un d'eux est toujours en mer, caché et prêt, garantissant que, si la France était un jour attaquée, elle pourrait riposter quoi qu'il arrive. Ces sous-marins ne sont pas seulement des armes, ils représentent la police d'assurance ultime de la France. Et maintenant, passons à la 5e et dernière section, une que vous ne verrez pas dans nos autres analyses militaires européennes. Pourquoi ? Parce qu'aucun autre pays de l'UE ne la possède, les armes nucléaires. La France fait partie des 9 puissances nucléaires mondiales, l'une des 2 seules en Europe, et la seule puissance atomique de l'UE. Son arsenal compte environ 290 ogives. Ce n'est pas énorme, mais largement suffisant pour assurer une dissuasion contre tout agresseur. La force nucléaire française repose sur 2 piliers. Le premier, comme nous l'avons vu, ce sont les 4 sous-marins de classe Triomphant, chacune équipée de missiles portant plusieurs ogives. Le second est le chasseur Rafale, pouvant être lancé depuis le sol ou depuis le Charles de Gaulle. Il ne transporte qu'une seule ogive sur un missile de croisière nucléaire, mais cela le rend utile dans des crises régionales ou tactiques où une frappe de sous-marin serait disproportionnée. La France garde le contrôle total de son arsenal, mais a commencé à discuter avec l'Allemagne et le Royaume-Uni de la défense nucléaire. Et, avec le parapluie américain qui semble moins sûr depuis l'ère Trump, le rôle dissuasif de la France est de plus en plus perçu comme la dernière ligne de défense de l'Europe contre la Russie. Bon, très bien. Nous avons parcouru les 5 grandes sections des forces armées françaises. Jusqu'ici, le bilan est plutôt positif. Mais il y a un problème majeur. L'argent. La France est noyée sous la dette, qui dépasse 110% du PIB, et son déficit est presque le double de la limite européenne de 3%. Aujourd'hui, elle consacre environ 2% du PIB à la défense, mais Paris souhaite porter ce chiffre à 5% d'ici la fin de la décennie. Cela représenterait jusqu'à 158 milliards de dollars par an, un bond colossal. Le problème, c'est que la France ne peut pas emprunter comme l'Allemagne, et elle n'a pas de marge de manœuvre dans son budget. Et plusieurs idées sont à l'étude. Une obligation défense pour les citoyens, davantage d'intégration européenne en matière de défense, ou même un emprunt conjoint, mais rien de concret pour le moment. Nous avons même réalisé une vidéo entière sur ce sujet, donc n'hésitez pas à la regarder ici. Alors, même si Paris parle de prendre la tête de la défense européenne contre la Russie, la vraie question reste, la France peut-elle vraiment se le permettre ? Et voici ce que j'en pense. La France est la force militaire dominante de l'UE, plus forte que l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Elle doit donc passer à l'action et jouer un rôle de leader fort. Mais elle ne devrait pas le faire seule. Je le répète dans presque toutes mes vidéos militaires. Il est absurde que les 27 pays de l'UE construisent leur armée séparément. 27 programmes d'achat, 27 catalogues d'équipements, 27 postes de commandement. En d'autres termes, 27 armées dispersées. Sur le plan structurel, financier et stratégique, c'est un vrai désordre. Nos adversaires, comme Poutine, agissent d'une seule voix, sous un seul commandement. Si l'Europe veut une véritable dissuasion, il faut faire pareil. La France, aux côtés d'une Allemagne en réarmement, pourrait diriger cet effort. L'Espagne est prête. Même Meloni, en Italie, a exprimé des positions similaires. Avec les 4 plus grandes puissances de l'UE en tête, nous pourrions enfin franchir les premiers pas vers une véritable armée européenne. Et il faudrait aussi intégrer l'Ukraine. Leur expérience est précieuse et l'Europe a beaucoup à apprendre d'eux. Les premiers pas pourraient d'ailleurs se faire avec une coalition des volontaires et nous avons réalisé une vidéo à ce sujet que vous pouvez regarder ici. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour plus de contenu. À la prochaine!